bal, je t'écoute. J'ouvre le bal, je suis honoré d'ouvrir le bal et d'être un peu le maître de Tu es cérémonie. honoré de Balzac. Non, très peu parce que je suis toujours vivant. Premier indice. Deuxième indice, j'écris beaucoup moins bien que lui. C'est vrai que t'écris super mal quand même. Un peu méchant, mais vrai. Bref, aujourd'hui je vais te parler d'une magnifique histoire. Enfin magnifique je sais pas, mais très intéressante avec plein de rebondissements, tu verras. Une histoire quand même assez folle et assez mystérieuse, tu vois. Tu m'intrigues là. Ouais, je t'intrigue, je vends bien le truc. Hein. Ouais. Si tu veux, Tu le vends je peux très, même très te bien, le dire truc. que la NBA, ça existe depuis quoi 77 ans maintenant. C'était il y a 2 ans, l'année des 75. Exactement. Et on peut aisément avancer l'hypothèse qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter dans la NBA. D'ailleurs, c'est à peu près pour ça qu'on a allant aussi de lancé ce l'anecdote à la podcast. légende. Voilà. Et bah là, je vais t'en raconter une des plus intrigantes. Donc, monsieur Brian Williams, de naissance, 8 saisons seulement en NBA. C'est court, mais c'est bien. Ouais, un titre en 1997, aux côtés d'un certain Michael Jordan et Scottie Pippen et Dennis Rodman. Il est là en 97 ? Oui, en 1997, exactement. Le deuxième. Je savais pas que ce mec était champion. Ouais, c'est le deuxième titre du deuxième back-to-back des Bulls. Ouais. Un tour du monde et une disparition. C'est-à-dire un tour du monde en 80 jours ou un tour du monde Alors, c'est pas le geste technique du football, c'est vraiment le voyage, quoi. Ah oui, Puis- ok, d'accord. Donc puis- il puis- est parti faire un tour du monde d'équipe de basket. Non. Ah d'accord, juste un vrai tour du monde. Juste voyager, quoi. On y reviendra. Donc le tour du monde en 80 jours. Ouais, plus ça. Avec Jackie Chan en moins, donc moins fun. Effectivement. Et du coup, une disparition un peu étrange. On y Il a reviendra. disparu carrément. Mais tu sais que, alors, Le je vais poser un truc. Moi, ce mec, je vois de noms un peu, des anecdotes, etc. Bisondélé. J'en connais rien. Donc là, je suis vraiment spectateur et tout oui à ce que tu vas me raconter. Là, l'effet de surprise est au maximum. Je serai ton père Castor aujourd'hui. Je vais te raconter raconte-moi une histoire là. Je t'écoute. Notre histoire commence le 6 avril 1969, année érotique. Nous sommes à Fresno, en Californie. Paul George Paul George, il vient de Fresno aussi ? Ouais, Paul George est de Fresno State. Alors après, est-ce que c'est le même ? Je sais pas. Pas impossible, hein ? Pas impossible. Et donc notre jeune Paul George et Bisondélé. Ouais, notre jeune Brian Williams naît. C'est le deuxième fils d'un certain Eugene Williams. Bonjour Eugène. Bonjour Eugène. Eugène est l'un des chanteurs du groupe The Platters. Oh. Tu sais, Only You. Je chante très mal. J'ai un vinyle, je crois, de ces mecs-là en plus. Je chante très mal, mais c'est le fils d'un des chanteurs. Donc. Notre cher Brian va connaître une enfance quand même assez compliquée. Ouais, parce que lui et son frère Kevin déjà ne s'entendaient pas du tout. C'était pas juste. C'était la bagarre à la maison ? C'était pas juste ils se chamaillaient. On était plus proche de la bagarre à la maison, quoi. Ah ouais, genre c'est ça, genre t'es mon frère mais je te pète les dents. Alors j'ai pas le détail, mais je pense que c'est plus proche de ça que juste de la gentille chamaillerie, quoi. D'accord. Belle mise en contexte. Ouais, en plus de ça, ses parents vont divorcer quand il est jeune, et évidemment ça va beaucoup le marquer. Tu sais, tu peux relate à ça, je pense. À la base, alors ça a été toujours quelqu'un de très sportif, notre ami Brian. Il voulait se diriger de base vers une carrière de sprinter. D'athlète finalement, parce que qualité physique et athlétique hors norme pour son âge. Il est grand ? Il est, alors pour l'instant pas tant, on va revenir après. Il est juste athlétique mais pas très grand. Ouais, pour l'instant, ouais. Donc il est pas non plus un très grand fan de basket. Non, en gros, il y joue de temps en temps avec les copains au playground du coin, mais ça s'arrête là. Lui, il aime le sport, mais c'est l'athlète son truc, quoi, vraiment. Ah ouais, on parle d'un mec qui fait du 100 mètres, saut en hauteur, etc. Ouais, plutôt plus 100 mètres que saut, vraiment, lui, c'était le sprint, quoi.
Ok. Mais au début de son lycée, il subit une grosse poussée de croissance qui va le faire arriver à 2,06 m. Ce qui est une taille plutôt sympa, c'est la taille de LeBron James. Ouais, c'est ça. Du coup, il se met au basket et avec sa taille plus ses grosses qualités physiques athlétiques, il domine. Il domine de ouf. Il domine tellement que son maillot va être retiré à la Santa Monica Catholic School, donc dans son lycée, quoi. Et il va même faire en 1987, il va être McDonald's All-American. Oh putain! Donc c'est niveau sérieux, quoi, déjà. On est sur quelqu'un, genre. Ouais, bah oui. Monsieur sur le circuit high school est très fort. Ouais, c'est ouf. Hein. En même temps, à 2,06, quand t'es athlétique, tu dois casser de la gueule, tu joues contre des mecs qui ont 12 ans. Sérieux. Alors, je sais pas s'il dominait autant que, par exemple, quelqu'un dont on a vu beaucoup de vidéos, genre Zion, récemment. Mais en tout cas... quand t'es All-American, tu domines. Hein. Oui. Tu domines. Ouais. Et du coup, toutes ces perfs, ça va lui permettre d'être repéré. Il va être repéré par les scouts de l'université de Maryland, les Terrapins. Rapidement, un joueur qui est sorti de cette fac-là. Mais attends, Maryland, je suis en train de bugger, mais... Attends. Je savais que t'allais me la poser, donc j'étais déjà en train de réfléchir, mais là j'ai un doute. Parce que je sais pas pourquoi, Maryland, j'ai fait dire Wade, mais non, c'est Marquette. Non, Wade, c'est Marquette. Marquette, c'est dans le Wisconsin. Maryland, mais il y a un mec en plus de... Je sais pas, Desmarais Carroll. Non. J'avais noté 3 noms. Len Bias. Ok, j'aurais jamais eu. Steve Blake. Enfin, je sais qui c'est, mais j'aurais pas eu Maryland. Steve Blake. Steve Blake et Joe Smith. Pareil, je sais qui c'est, j'aurais pas eu. Joe Smith? Ouais, Joe Smith sur de Maryland. Smith ou Josh Smith? Joe, J-O-E. Ah oui, ok, non, je vois pas. Par contre, lui, je vois pas qui c'est. Années 90-2000, j'ai plus son plus. Mais genre vraiment, anecdote, je me suis dit, je vais le coller sur l'université du Maryland, sur des gros joueurs qui sont sortis. Là, je t'ai donné plus ou moins les 3 plus gros joueurs qui sont sortis de cette fac. Je me suis dit, je pensais que c'était un peu mieux quand même. Oui, on parle d'une fac qui sort pas beaucoup de joueurs. Ouais. Mais du coup, il est bien classé, Bison Délé, finalement, dans ces 4-là. En ça, ouais. Hein. Ouais, il est pas si mal. Ouais, saison 87-88, première année de fac, année catastrophique. Malgré tout son talent pour le basket. En fait, il s'entend pas du tout avec Lefty Driesell, qui est son coach. Ouais. Il s'y entend tellement pas qu'au bout d'un an, il se casse de l'université de Maryland et il va changer de... C'est un point commun. Un de plus, on a tous les deux arrêté l'université après un an. Oui, sauf que moi j'ai repris après. Non, je parlais pas de toi, je parlais de lui. Moi aussi j'ai arrêté l'université au bout d'un an. Oui, toi t'es encore dans les études, t'as pas du tout arrêté, menteur. Non, mais je suis pas en université. Allez, dégage. Ok, donc il change de fac et il rejoint les Wildcats de l'Arizona. Les chats blancs de l'Arizona. Non, les Wildcats, les chats sauvages. Ah, les Wildcats, putain. Les chats sauvages, pas les chats blancs. J'ai vraiment entendu les Wildcats, je dis les chats blancs, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Oh putain, j'ai presque envie de t'insulter, mais ça me fait marrer. J'aime bien. Rapidement, des joueurs sortis de l'université d'Arizona. Oh si, attends. Récemment en plus, il y en a. Ouais, qui a été champion cette année, ouais. Enfin, en 2023, qui a été champion, ouais. Il y a un mec qui est sorti d'Arizona qui a été champion? Ouais, à Denver, ouais. Ah bah, Aaron Gordon. Oui. Un mec qui a perdu en finale en 2021. Qui a été transféré... un mec qui a perdu en finale en 2021. Ouais, qui a été transféré là cet été. Un mec de Boston. Non, en 2021. Ah non, Boston c'est 2022, je suis con. Qui a été transféré cet été. Ah bah... DeAndre Ayton. Oui. T'aurais pu trouver Iguodala, Gilbert Arenas ou Steve Kerr aussi. Bref. Alors, Gilbert Arenas jamais, Iguodala jamais, Steve Kerr jamais. Franchement, bref, je suis nul en fac. Sa première saison à Arizona, compliquée encore une fois, parce que en raison d'une restriction liée à son changement de fac, il n'a pas pu jouer énormément. Ah oui, il a été redshirt. Ouais, c'est ça. Okay. Mais en gros, après, il finit son parcours universitaire, il progresse bien, et en gros, il tourne en 14,8 rebonds sur la saison 90-80, sa dernière saison à la fac. Ce qui est pas dégueu. Ce qui en NCAA est franchement plutôt très correct. Hein.
Ouais, 14 points, 6 rebonds. Je crois qu'on se souvient sur l'Insanity. Je crois que 8 Wall, c'était rebonds. 16,8 rebonds. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah ouais, c'est propre, hein. C'est des très bonnes stats qui font que souvent t'es bien sélectionné à la draft. Ouais, et du coup, bah, j'allais y venir justement. Tu me fais une passe D magnifique à la manière de Jason Williams. Il se présente à la draft 91 cette année-là. Et clairement, c'est un des gros poissons de la draft. Hein. Dans une draft où il y a Larry Johnson, la grand-mère, qui est choisie en premier. Alors, je peux juste arrêter. C'est pas un gros poisson, c'est un gros bison. Voilà. Faut remettre les choses dans le contexte. Voilà, donc c'est un gros bison, effectivement. Donc Larry Johnson choisi en premier. Après, pêle-mêle, on a aussi du Dikembe Mutombo et du Kenny Smith dans cette draft-là. Donc c'est une draft correcte, quoi, on va dire. Une draft avec 3 mecs qui ont marqué l'histoire et un 4ème, mais pas de la même manière. Pas tant, hein. Pas tant de la même manière. Après, marquer l'histoire, c'est peut-être un peu élevé pour Kenny Smith et Larry Johnson. Ça va. Bon, il est important dans une équipe qui fait un back-to-back, quoi. Ouais, mais j'allais dire même Mutombo et Johnson, mais tu peux dire qu'ils ont marqué. Genre, c'est des mecs que tu retiens dans les livres de la NBA. C'est clair. Du coup, il est choisi en 10ème de la draft et il arrive à Orlando, chez Mickey. Il arrive... Oh, le chez Mickey. Ouais, il arrive. On dirait qu'il va au PMU du coin. Salut, c'est Bison, je vais au PMU du Mickey. À l'époque, c'est encore Brian. C'est encore Brian à l'époque. C'est encore Brian. Je l'appellerais Bison toute ma vie maintenant. Je l'ai ça, du coup, je l'ai pas dit, mais quand tu m'as parlé tout à l'heure, ouais, on va faire sur Brian Williams. Au début, j'avais pas du tout Brian Williams. Et je tape et je pensais que c'était un reporter CNC. Et du coup, CNN. je comprenais pas pourquoi. CNN, oui, pas CNC. CNN, et je comprenais pas pourquoi tu voulais en parler. Et après, j'ai vu que c'était Bison Délé, et là, j'ai compris pourquoi tu voulais en parler. Ouais. Du coup, revenons à nos moutons ou à nos bisons. En gros, il y joue en sortie de banc sur sa saison rookie. Il fait des stats corrects, 9 points, 6 rebonds. Correct. Le bilan d'Orlando est absolument pas correct cette année. Ils font 21-61. Pire bilan de l'Est. C'est la 3e saison seulement du Magic en NBA. Et bon, ça va alors, si c'est la 3e saison et que t'es pire bilan, c'est encore compréhensible. Ouais, la 2e saison, ils avaient 10 victoires de plus. C'est moins compréhensible. D'un coup, la donne change. En gros, j'ai regardé, il y avait eu pas mal de blessures cette année-là dans l'effectif et tout. Donc, saison de merde. Et du coup, cette saison de merde leur permet d'avoir le first pick de la draft 92. Est-ce que tu sais qui est le first pick de la draft 1992 ? Shaquille O'Neal. Mais oui, c'est le gros Shaq. C'était tellement évident que j'avais peur de me dire c'est Shaquille O'Neal et que ce soit pas du tout Shaquille O'Neal. C'est carrément le gros Shaq qui débarque à Orlando. Alors évidemment, tout le monde est content du côté d'Orlando parce que le Shaq, il casse tout. Il casse les box scores, il casse les panneaux et il casse à peu près tout ce que tu lui mets en travers de sa route à cette époque-là. Donc, il casse la gueule de son coéquipier. Alors, c'est très très drôle. Ouais, il casse vraiment tout. Il arrive, il casse tout. Du coup, revenons à notre Brian. Avec le Shaq qui prend beaucoup de place, que ce soit dans le vestiaire, au sens propre comme au sens figuré, son temps de jeu, forcément, il diminue. Et les moyennes aussi avec. Cette 2e saison, il tourne qu'à 4,6 points. Ah ouais. Donc, ouais, saison compliquée. Ah oui, grosse... Ouais, saison compliquée. En plus, à cette intersaison-là, après la saison 92-93 du coup, il est diagnostiqué, notre ami Brian, dépressif chronique après une tentative de suicide. Eh ben, gros... Brian, tout va bien ? Ouais, pas top, hein. Hein ? Non, je vais dire parle-en, mon grand, genre, comme si je m'adressais à lui. Et en plus, c'était pas sa première, parce qu'il avait déjà tenté de faire... il avait déjà fait une tentative de suicide avant. On l'a retrouvé en train de faire une overdose de somnifères, mais il a réussi à être sauvé à temps, quoi. Donc là, j'ai pas le détail de comment il a fait sa 2e tentative, mais voilà, quoi. On est déjà sur un personnage... C'était quand, à peu près, par rapport à ceci ? Je sais quand il était plus jeune, donc j'ai pas la date exacte non plus, mais voilà quoi. Ouais. Donc déjà là, ça permet de poser un peu les bases du personnage pas très stable. On va voir que ça va revenir après quoi.
Mais bon, malgré tout ça, il reste quand même pro, toujours présent tout le temps, tous les matchs, tous les entraînements, etc. Même si il souffre quand même de récurrents malaises à cette période-là, en plus de ça. Merde. Ah oui, non, mais ça va pas du tout, là. Bah peu, hein, très peu. En plus de ça, c'est très très complexe. C'est un personnage un peu spécial, un peu dur à cerner pour tout le monde. Le GM d'Orlando de l'époque, qui s'appelle John Gabriel, il disait, deux points, ouvrez les guillemets, il était ce genre de gars qui vous regardait dans les yeux, mais regardait à travers vous. Il était très difficile à atteindre. Fermez les guillemets. Genre, j'ai pas la métaphore, la métaphore, j'imagine qu'elle est traduite, pardon. Ouais. J'arrive pas à... En gros, il a le regard vide, quoi. Il te regarde sans c'est ça. C'est ça. Je pense que si tu le regardais dans les yeux, t'avais l'impression que c'était une coquille vide, j'imagine, ce genre. Oui, ok, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il était pas très bien, notre ami, donc. Très peu. En plus de ça, du coup, Orlando ne compte plus sur lui à la fin de la saison 92-93. Il est transféré contre à peu près 2 bouts de ficelle et un Twix à Denver. Mais du coup, ça lui permet de se remettre un peu en jambe parce qu'il retrouve du temps de jeu à Denver. Il joue à peu près 20 minutes par un match. C'est super, ça. Parce qu'il y a un mai toujours, sinon c'est pas drôle. Il y a le mois d'avril, il y a un mois de mai. Oui, merci pour cet éclairage. Je referai quelques interventions au fur et à mesure. Ça me plaît. Il tourne qu'à 8 points par match, donc un peu décevant quand on connaît son potentiel. J'imagine que ses soucis psychologiques ont dû jouer là-dedans quand même. Ah bah ça, quand on n'est pas en confiance, et qu'en plus ça va pas bien de base... Ouais, c'est à peu près à cette période-là qu'il commence à se faire remarquer en dehors des terrains. On rentre dans l'extra sportif, là ? Pour l'instant, c'est soft, parce que c'était surtout plus ou moins genre dans son style, genre il s'habillait vraiment rockstar, tu vois. Vraiment un personnage très excentrique. Plus à la Rodman un peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans l'idée, c'est ça, quoi. C'est ça. Cette saison-là, Denver accroche les playoffs. Ils sont 8e seed. Et il aura un rôle quand même assez important en backup de Mutombo dans le fameux upset contre Seattle. Le 8 c'est ce que j'allais dire. Attends, j'étais en train de dire dans ma tête, mais attends, là, on est dans les années de l'upset. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En gros, ce sera le backup de Mutombo sur cette série-là, dans cette série légendaire de Denver qui élimine Seattle, quoi. Mais attends, mais ce mec, en fait, est dans les bons coups. Certes, il va pas bien, mais il a l'air d'être dans les bons coups. C'est vrai, c'est vrai. Bel upset quand même dans l'histoire de la NBA. Magnifique. Sur Seattle. Magnifique upset. Des images les plus incroyables de fin de série. Ouais, Mutombo qui tient le ballon là au-dessus de sa tête. Ouais. Insane. Après 2 saisons à Denver, il est tradé dans la magnifique franchise des Clippers. Forcément... Oh, les Clippers, de la merde d'aujourd'hui, de la merde d'hier. Ouais, et forcément, vu que c'est une équipe de merde, son temps de jeu augmente, parce que forcément, il est bon, quoi. Et ça y est, là, on commence à voir enfin un peu son potentiel se développer vraiment. Il envoie une très belle ligne de stats, 15,8 points, 7,6 rebonds. Tu te dis, ça y est, là, sa carrière, elle est lancée, ça va partir. En plus, à la fin de cette saison-là, il est agent libre. Donc il va pouvoir signer un beau contrat après cette belle saison qu'il fait avec les Clips. Un petit contrat juteux, le contrat de ta vie, peut-être. Peut-être. Il essaye. En tout cas, lui veut jouer dans une meilleure franchise que les Clippers. Étonnant. Voilà, j'ai envie de gagner quand même. Il est dans les bons coups. Étonnant, je comprends pas pourquoi il veut partir des Clippers, franchement. Bref, sauf que notre ami... Pourquoi partir des Clippers ? Notre ami Brian se montre beaucoup trop gourmand et il demande énormément. Et il parvient... Il demande combien pour l'époque ? J'ai pas le chiffre, j'ai pas l'info. Mais retiens que c'est beaucoup trop. Que c'est beaucoup trop pour lui et pour l'époque. Ouais, et c'est tellement beaucoup qu'en fait, il parvient pas à trouver un deal avec aucune équipe avant le début de la saison, quoi. Alors qu'il vient de faire une bonne saison. Exactement. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu la grosse tête ? Enfin, pris la grosse tête, comme peut-être. Hein. Lui, perso, il s'en inquiète pas du tout.
il va même tu vois, il y a une anecdote. Il s'aggrave une blessure qu'il avait au genou qui traînait depuis quelque temps en faisant du saut en parachute. Et lui... Ce qui est interdit pour les athlètes NBA. Ah ouais? Bah oui, ils ont pas le droit de faire de sport extrême, les athlètes NBA. Je n'étais même pas au courant de ça. Genre, tu sais pas, mais alors, parenthèse, du coup, tu connais pas l'histoire du... Et là, j'ai un putain de doute et on va me détester. En gros, les Bulls, avant Rose, ils ont un meneur qui se blessera gravement et qui ira pas au bout de son contrat alors qu'ils ont filé de la thune parce qu'il a un accident de moto. Et les gens NBA ont pas le droit de faire de moto, pas le droit de faire de ski, pas le droit de faire plein de sports extrêmes. J'étais même pas au courant de ça, tu viens de me l'apprendre, c'est fou. Alors je sais pas si c'était déjà à cette époque-là, du coup, fin des années 90. Mais du coup, il fait du saut en parachute. Et lui, en gros, se montre vraiment très détaché par rapport à cet accident-là. Genre lui, il a juste dit j'ai juste sauté en parachute, comme George Bush. Parce que George Bush adore faire du saut en parachute. Vraiment, c'est sa quote. J'ai juste sauté en parachute, virgule, comme George Bush. Genre vraiment... Attends, mais... mais déjà, il y a deux choses qui vont pas. Il y a la quote en elle-même qui est catastrophique, genre il est trop éloigné de la réalité. Et comme je savais pas que George Bush sautait en parachute. Bah écoute, moi aussi je l'ai appris. Merci Bison Délé pour cette anecdote. Ouais, moi je l'ai appris en faisant mes recherches, je te cache pas aussi. Oh, c'est fantastique comme anecdote. Ouais. Bref, fast forward, on est en avril 97. Les Bulls ont envie de renforcer leur raquette en vue des playoffs. Et bah, ça tombe bien, il y a un petit Brian Williams qui est dispo sur le marché. C'est pas ce qu'on appellerait du flair, ça? Oh, bah oui, hein. Oui, c'est ça. Hein. Et du flair des deux côtés, pour le coup. Enfin, plus d'un côté que de l'autre, quand même. Ouais. Bon, il y a une équipe, je pense qu'elle aurait gagné quoi qu'il arrive, mais... ouais, c'est clair. Il arrive à Chicago à 9 matchs de la fin de la régulière. Oh. C'était ceux qui se souviennent, c'était la vanne à l'époque avec Ray Allen avant qu'il annonce officiellement sa retraite. Oui. Quand on se disait Ray Allen va attendre début mars pour signer dans l'équipe qui a la plus de chances de remporter le titre. C'est vrai. Du coup, il arrive à Chicago. Peu à peu, il se fait sa place, il gagne du temps de jeu. Et au final, alors certes, il est en sortie de banc, mais il se retrouve avec un temps de jeu similaire à celui de Luc Longley qui est titulaire, tu vois. En même temps, le poste de pivot aux Bulls dans ces années-là... Oui, bon, tu mettais un plot, ça marchait pareil, quoi. Oui, toi, il gagnait 6 bagues. Hein. Ouais. Il participe aux 19 matchs de playoff des Bulls sur cette année-là. Et du coup, magnifique. Champion face au Jazz en 97. Et bah voilà, en 97, 6 ans après être drafté. Ouais, il est drafté en 91, donc ouais, c'est ça. Et bah voilà, il a fini le jeu en 6 ans, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est ça. Donc voilà, champion en plus, avec un rôle quand même assez important. Ouais. Et tu sais quoi? Il est agent libre cet été-là. Mais non, alors qu'il vient d'être champion. Ouais, en gros les Bulls l'avaient signé juste pour les playoffs, quoi. Un petit CDD non renouvelable, quoi, ce genre de choses-là. Petit contrat de allez, viens nous aider, tu dégages. Exactement. C'est ça. Du coup, il est à nouveau agent libre, mais sauf que il réclame à nouveau un gros contrat. Sauf que cette fois, il est champion. En plus de ça, il a eu un rôle important dans la quête de ce titre. Du coup, qui c'est qui toque à la porte? Toc toc toc. Bonjour, je suis les Detroit Pistons. Je vous offre 47 millions de dollars sur 7 ans. Et le bison... 47 sur 7 47 sur 7. Alors aujourd'hui... C'est l'époque où ils aimaient trop signer des contrats de jeux. Ouais, super lourd. Ouais, alors aujourd'hui ça nous paraît ridicule comme somme. Surtout parce qu'aujourd'hui plus personne ne signe sur 7 ans. Ouais, mais... tu jettes pour 47 millions sur 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, ça en fait le joueur le mieux payé de l'histoire des Pistons. Waouh. Ah ouais, j'avais pas cette info-là. Ouais, les temps ont changé. Après, du coup, première saison avec nos amis de Détroit, ça se passe très bien. Il tourne en 16.9 rebonds. Donc une belle ligne de stats, mine de rien. Ouais, quand même un bon choix, notre ami Brian, là. Pas manchot, quoi. Il joue au basketball, visiblement. Ouais. C'est à cette époque-là, du jour au lendemain, plus ou moins, que notre cher Brian décide de changer de nom. Il devient donc Bison Délé. Selon lui. Chercher une preuve que Détroit rend les gens fous. Et ben voilà,
Non, de plus. Lui, il avait un background quand même. Oui, le nom de 3 a dû y jouer. Du coup, Putain, mais... il change de nom. Donc, Bison Délé, selon lui, pour rendre hommage à ses ancêtres natifs américains et africains. Pourquoi pas? Écoute, là, en soi, le motif est ultra louable. Oui. Et là, c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a le twist et où ça part vraiment en couille. Genre vraiment, il y a plusieurs anecdotes que j'ai sur son petit passage à Détroit, où tu sens que le mec est un peu fou, un peu taré. Il y a une anecdote, il a ouvert la porte de l'avion de l'équipe en plein vol pour, je cite, regarder un truc qu'il y avait dehors. Mais non, on fait pas ça, Bison. Bah non. Bah non, c'est des choses qui ne se font pas. Bah non, c'est tu aurais pu mourir. Un peu dangereux, quoi. Bah oui, légèrement. Alors, autre anecdote sur laquelle il aurait pas pu mourir, je pense, mais bon, on connaît tous le basket, on sait ce qui se passe pendant un temps mort. Toute l'équipe va vers le banc, on écoute les consignes du coach. Sauf que tu te fais strap par les kinés. Ouais, sauf que pas Bison. Lui, alors pendant un match, il y a le temps mort, et lui, il se décide, je vais aller tirer quelques lancers francs. Oh putain, j'avais cette anecdote-là en tête, je savais pas si c'était lui ou pas. Genre, ok. Mais ça peut être refait en plus depuis Peut-être. Je t'avoue, j'ai le souvenir d'un truc. J'ai pas l'info. Mais voilà, donc l'image devait être assez drôle à voir. Waouh, mais là, t'es coach, t'es coéquipier, tu pètes un pont, il veut quoi lui? Viens avec nous. Déjà, t'es Brian, t'allais très bien. Bison, tu commences à partir en cacahuète, on va pas se mentir. Ouais, bon, on va parler. Ouais, c'est clair. Et, étonnamment, sa deuxième saison avec Détroit sera moins bonne. Bizarre. Du coup, Détroit se dit... Ça pue un peu, j'ai un peu l'impression qu'on s'est fait entuber, le mec est chelou. Viens, on le trade. Viens, on le trade. Il a signé un contrat de 7 ans. Et qu'au bout de la deuxième année... Ouais, tu vois, même pas un tiers du contrat, ils ont fait, bah non, en fait on arrête. Ouais. Il lui reste 5 ans de contrat à l'époque, quoi. Oh putain. Sauf que le fait que le board veuille le transférer, ça arrive aux oreilles de notre cher Bison. Et on ne transfère pas Bison Délé. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit sur son gros contrat de 47 millions de dollars et il prend sa retraite. D'accord. Le man se casse. Mais ce mec est incroyable. Ouais. Le mec part à la retraite. Donc voilà, 8 saisons, 1 titre, 5 franchises différentes. Il a fini le jeu, hein. Ouais. Une fois à la retraite, il se met à la musique. Oh, il reprend l'héritage du père. Ouais, c'est ça, il a toujours été un grand passionné de musique. Il y a une anecdote qui est racontée par Tom Tolbert, un de ses anciens coéquipiers dans Orlando, qu'un jour, il voit Brian, du coup à l'époque, Brian Williams. Il était en train de lire la biographie de Miles Davis dans les vestiaires. Et il était en larmes en train de lire cette biographie et il disait J'aurais adoré avoir la même passion pour le basket que Miles avait pour la musique. En gros, c'est là que tu te rends compte que en fait, ce mec il aime pas plus le basket que ça. C'est juste incroyable. C'est juste cette morale de fin d'histoire. C'est pas fini. Lui, c'est juste un mec qui était bon au basket, mais lui, ses passions, c'est la musique, la littérature, la philosophie, tout ce genre de discipline-là, c'est ça qui le fait vibrer. C'est pas du tout le basket. Il a fait carrière là-dedans parce qu'il était bon, mais c'est tout, quoi. Donc après, comme énormément. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en NBA qui sont pas du tout passionnés par le jeu. Hein. Mais oui, c'est clair. Ça permet aussi d'apprendre. Quand tu apprends ça, tu reprends un peu tous les éléments, ça te permet de comprendre un peu plus de choses. Je comprends pourquoi il décide de partir à la retraite direct comme ça. Tu vois. Pourquoi est-ce qu'il réclame des gros contrats? Parce qu'en fait, pourquoi il va se faire chier alors qu'il est pas. Pourquoi il va se donner à fond et pas chercher le meilleur alors qu'il est pas passionné, genre. Ouais. Ça permet de comprendre pourquoi il part à la retraite à genre 28 ans. Il est né en 69, il part en 98, 28-29 dans ces eaux-là, tu vois. T'as fini le jeu, t'as pris ton il avait encore, en soi, il avait encore facile 5-6 ans dans les pattes, tu vois, je pense.
Ouais. Donc notre bon vieux Bison, on est en 99, notre bon vieux Bison est un jeune retraité qui se met au violon, au saxophone et à la trompette. Magnifique. Ouais, il décide de partir au Liban. Pendant quelques temps, il voit... Excuse-moi. Je vais prendre une petite gouliche d'eau. Prends une petite gouliche, je vais meubler pendant ce temps-là. Mais en vrai, c'est fou parce que ça, le fait que tu dises qu'il aime pas le basket et qu'il soit pas passionné, et ben tu vois vraiment le... Comment dire, genre ça me fait vraiment penser au débat qu'il y a eu il y a quelques temps avec... Et alors je suis en train de chercher qui a sorti la quote qui avait dit qu'il y avait... que Bronny était déjà meilleur que... c'est LeBron qui avait dit que le Bronny était déjà meilleur, je crois que les 3/4 de la NBA. Et c'est DeRozan qui avait réagi à cette quote-là chez Paul George en disant si vous voyez le nombre de gars pas passionnés qu'il y a dans la ligue et en fait qui sont certes talentueux mais qui en ont rien à foutre. Ouais, j'ai la pour moi il rentre un peu dans cette case-là, genre. Ouais, c'est clair. T'es God Gifted mais t'en as rien à branler, ton gars il est ailleurs. C'est clair. Du coup, notre bon vieux Bison part pour le Liban. Il visite le pays et il tourne à droite à gauche en jouant de la musique dans les bars, quoi. Il vit une vie de troubadour ou de saltimbanque, quoi. De saltimbanque. Ensuite, il va partir à l'autre bout du monde, il part en Australie. Il décide de devenir capitaine et il s'achète un catamaran qu'il appelle le Hakuna Matata. Bah pourquoi pas. Et pourquoi pas. Bison Délé, capitaine du Hakuna Matata. Ça claque. Ça claque de ouf. Hein. Ah, ça claque de ouf. Aujourd'hui, ça fait un buzz sur Instagram. C'est clair, putain. C'est monstrueux aujourd'hui. Ouais. En 2000, il s'installe avec Selena, sa femme. Il s'installe à Tahiti. Tahiti, tiens. Ouais, ils vivent plus ou moins d'amour et d'eau fraîche, quoi, sur leur bateau. Ça se fait des petites escapades et tout pendant 2 ans. Ça kiffe sa vie sur le Hakuna Matata. Exactement. Ça doit, j'imagine, faire des petits concerts de saxo, de violon et de trompette par-ci par-là. Jusque-là. Profite. Jusque-là. Ouais, là on pourrait se dire, l'histoire elle finit magnifiquement bien. Jusque-là l'histoire est belle, c'est un Disney. Enfin c'est un Disney, non mais ça pourrait être un Disney. Ouais, sauf que évidemment, si je dis ça, c'est qu'il y a un mais. Oui. Le mais, il commence en 2002. En 2002, Bison et Selena séjournent à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et ils reçoivent une visite surprise. La visite de Kevin. Kevin qui est le frère de notre bon vieux Bison. Oh. Et vu que visiblement cette famille a l'air d'être un peu baisée, Kevin Williams n'est plus Kevin Williams puisqu'il a lui aussi a changé de nom. Il s'appelle désormais Miles Dabord. Attends, Miles Dabord ? Oui, D-A-B-O-R-D. Miles Dabord. Voilà. Waouh. Ouais. C'est. Moi je m'appelais Kevin, maintenant je m'appelle Miles Dabord. C'est un peu étrange que Miles soit là. D'accord. Parce qu'il a toujours été jaloux du succès de son frère, quoi. Ah ok. Ouais. Genre, il s'installe avec eux sur le bateau. Ouais. Enfin, il s'installe. Il s'impose, je dirais, plutôt. Ok, d'accord. Il y a une ambiance qui s'installe. Voilà, c'est ça. D'accord. Du coup, ils naviguent, hein, et les 2 frères passent leur temps à se disputer tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Tellement qu'au bout d'un moment, Bison et Selena, ils partent pendant quelques jours, ils en ont ras le cul de cette situation. Genre il se barre de son bateau. Ouais, il laisse le bateau aux frères et au skipper, j'imagine. Il y avait un skipper avec eux aussi. Ouais. Très très complexe là. Ouais. Pas du tout Ouais, on est le 24 juin 2002 désormais. Ils reviennent à bord du bateau. Ils veulent aller à Hawaï pour rendre visite à la meilleure amie de Selena. Encore une fois, Miles, ce gros forceur, s'impose, quoi. Commence à nous péter les couilles, lui, il faut le jeter par-dessus bord. Ouais, c'est ça. Du coup, ils sont 4 à bord. Donc voilà, Bison, Miles, Selena et Bertrand sont sur un bateau.
en Est-ce que vraiment direction. Bertrand le quatrième? Le quatrième, le skipper, du coup, s'appelle Bertrand Saldo, c'est un Français. Voilà. Oh non, un Français. Ouais. Du coup, début juillet, le bateau part de Tahiti avec pour destination Hawaï. Au début du trajet, Selena elle va appeler le manager de Bison, qui s'appelle Kevin Porter. C'est les dernières nouvelles qu'on aura du groupe. Oh merde. Oui, l'histoire... Donc elle l'appelle sur le bateau ou avant déjà Ils sont sur le bateau à ce moment-là. Donc j'imagine qu'ils doivent être... déjà partis et c'est les dernières nouvelles alors qu'ils sont sur l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, l'histoire prend ça pue. Oh, c'est pas fou. Ouais, l'histoire prend une tournure dramatique à ce moment-là. On est en août 2002. Okay. Et l'ami de Selena qui les attendait à Hawaï, il commence à s'inquiéter du retard qu'ils ont. Ça fait combien de temps qu'ils ont de retard là? Alors combien de temps, j'en ai aucune idée de combien de temps, mais la traversée entre Tahiti et Hawaï, je t'avoue, mais ce qui est important, c'est qu'ils sont en retard. Elle demande donc de l'aide au manager de Bison, au fameux Kevin, pour savoir s'il a eu des nouvelles, sauf que lui, non, il en a pas eu d'autres, quoi. Ok, donc la personne de la nouvelle, c'est Creepy. C'est ça. Kevin, le manager, du coup, il regarde les comptes de Bison Délé. Il remarque une activité chelou. Il remarque que sur son compte, Bison aurait dépensé 150 000 $ pour acheter de l'or. Ouais. Alors, je suis désolé, mais c'est si surprenant, genre de l'or. De l'or, vraiment de l'or, quoi. La pierre. J'ai décidé d'investir dans la pierre. Ouais. Pendant ce temps-là, on a aussi les parents de Bison et Miles qui commencent à s'inquiéter parce que toujours aucune nouvelle. Ils contactent donc les autorités tahitiennes pour signaler la disparition. Okay. Sauf que y a rien pour l'instant, ils trouvent rien, quoi, forcément. Ouais, y a pas d'épave finalement. Ouais. Y a rien du tout. Dans le Pacifique en plus, ça doit vite partir dans tous les sens. Ouais, c'est un peu grand, quoi. Ça fait une belle zone de recherche, quoi. Légèrement. Ça se fait en 2-3 jours à pied, mais je suis quand même balèze. Mais je marche vite, quoi. Du coup, on commence à avoir quelques suspicions sur Miles. Parce que... D'accord, parce que lui, on l'a vu vivre en Miles, par contre. Ouais, non, parce qu'en gros, on a découvert qu'il a imité la signature de son frère pour acheter l'or. Et qu'il s'est également servi de son passeport et de sa carte bancaire pour se rendre à Tijuana, au Mexique. Ah oui, non mais Miles est un bandit finalement, genre... Ouais. On est sur un vrai... À peine cliché, quoi, à peine cliché. Le 5 septembre, la police de Phoenix, en Arizona, décide d'organiser une opération pour piéger ce bon vieux Miles. En gros, quand il arrive à Phoenix, qui est la ville de ses parents, by the way, de base, il devait y aller pour récupérer son butin, et il y avait pas que l'or qui l'attendait, il y avait aussi la police. Le Miles... FBI, bonsoir. Oui, je pense. Miles se fait donc arrêter. Il se fait interroger pendant 5 heures. En gros, lui, sa version des faits, c'est que il est envoyé par son frère pour récupérer l'or, mais il veut pas dire pourquoi il doit récupérer de l'or. Et ni où est son frère, j'imagine. Non plus. Et il dit... Mais il ment comme un enfant de 4 ans. Et en gros, il dit que Kevin Porter, le manager, peut confirmer ses dires. Du coup, les flics... Les flics font... le manager dans la merde gratuitement. Les flics font venir Kevin Porter. Miles lui dit qu'il lui racontera tout s'il peut l'aider à... En gros, s'il peut le faire sortir de prison. Ouais, plus ou moins. Et Et du coup, réaction naturelle, Kevin dit « Mais où sont Bison et Selena ?»
Bah oui, logique, ça fait quand même... Voilà. Là, pour l'instant, ce ne sont plus les protagonistes de l'histoire, hein, c'est Miles, hein, on suit l'histoire de Cassos, visiblement. Ouais. Miles dit que Bison et Selena sont à Tahiti et qu'ils sont en grand danger. Et qu'il essaye... Ouais, et qu'il essaye de rassembler de l'argent pour leur venir en aide. Ok. Il ment mal, mais il ment mal à peu près moins mal que ce qu'il pourrait mal mentir. Ouais, j'aime beaucoup ton argumentation. Je suis très convaincu par ce qu'il est en train de raconter. Ouais, vous avez des belles capacités d'éloquence, monsieur. Grand orateur, Miles. Grand orateur. Ouais. Miles est libéré après l'interrogatoire. Comment, pourquoi, je ne sais pas, je trouve ça aberrant, mais ce mec est libéré. C'est vrai qu'attends, je suis en train de dire, mais il est libéré, je dis, attends, il y a quand même des suspicions de meurtre, genre... Eh ben allez, repars, hein. Ça repart. T'as 3 jours pour t'échapper, après on te court après. C'est ça. Il se rend au Mexique. Il retourne à Tijuana. Ouais, il retourne à Tijuana. Entre-temps, il entre en contact avec sa petite amie et il raconte une autre version des faits. Okay. En gros, sa version des faits, c'est que Bison et lui se seraient disputés, que ça en serait venu jusqu'aux mains, que Bertrand le skipper aurait essayé de les séparer, que Bison, 2,6 m, on le rappelle, hein, repousse Bertrand, que entre-temps, les deux frères continuent à se battre, hein, évidemment. T'as Selena qui s'accroche dans le dos de son mari pour essayer de les séparer. Ok, je la cède jusque-là. Sauf que Bison, lui, il voit pas qui c'est qui s'accroche dans son dos, il pense que c'est le gars Bertrand. Il lui envoie un violent coup à la tête, ça la fait tomber et sa tête heurte le bateau, mort sur le coup. Du coup, Bison pensait que c'était Bertrand responsable. Il prend Bertrand responsable. Il pense que c'est lui qui est responsable de la mort de sa femme. D'accord. Il pense pas que c'est lui qui a frappé sa femme et qui l'a tué. Il pense que c'est Bertrand qui a buté sa femme. Exactement. Et du coup, il sort une arme à feu et il tue Bertrand. D'accord. À ce moment-là, il demande donc à son frère de l'aide pour se débarrasser des corps. En état de choc, Miles aurait pris l'arme à feu et tué son frère et jeté tous les cadavres par-dessus bord. Et après, il a été acheter de l'or. Et après, il a pris le passeport, la carte et le chéquier de son frère, acheté de l'or et aller au Mexique avant de se faire arrêter à Phoenix, quoi. C'est sa version des faits, quoi. Parce que si la première partie de l'histoire il y a une bagarre, il tue sa femme pas exprès, etc. Ok. Frérot, même si tu l'as tué en état de choc, pourquoi tu vas acheter de l'or? Et pourquoi tu prends son passeport? Pourquoi tu vas pas juste le dire à la police, finalement? On est complètement d'accord là-dessus. Il y a un nombre d'incohérences monstrueux dans cette fou. histoire. Ce mec a des histoires qui tiennent la route sans tenir la route. Ouais, c'est une donc ça, il dit ça au téléphone avec sa pote, du coup. Genre au téléphone, je sais pas. En tout cas, c'est la version des faits qu'il a donnée à sa petite amie qui, elle, après, a témoigné auprès des flics. Donc, il y a aussi un monde où cette histoire a été déformée en plus, tu vois. Ah oui, ok, d'accord. Donc, vraiment, il y a une zone de flou. C'est pas qu'un flou artistique autour de ce bateau. Mais la fin est terrible. Ouais. Le 13 septembre, le Hakuna Matata est retrouvé. Le bateau est retrouvé. Il est retrouvé au large de Tahiti. Ça finit par arriver. Non, il partait de Tahiti, il devait aller à Hawaï. Ah putain, je suis donc ils sont encore au point de départ, quoi. Ah merde. Plus ou moins. Les plaques pour le bateau ont été retirées. Les plaques pour le bateau ? En gros, imagine les plaques d'immatriculation, quoi. Ah ok, d'accord. Ont été retirées, genre les plaques où il y avait marqué Hakuna Matata ont été retirées. Il y a ce qui ressemble à être des impacts de balles dans la coque du bateau. D'accord. Alors, j'imagine que c'est Miles, hein, qui avait pris un rendez-vous pour faire repeindre le bateau dans l'urgence. Mais du coup, le bateau a été retrouvé avant, quoi. Oh là, Miles, mais t'es si con. Mais t'es débile, Miles. Ouais. Le même jour, Miles appelle ses parents. Il est en pleurs.
Il leur dit qu'il n'aurait jamais fait de mal à son frère et qu'il ne survivrait pas à la prison. Il est retrouvé plus tard dans la même journée, allongé sur la plage de Tijuana. Il venait de en train de faire une overdose. Une overdose d'insuline et il est mort le même jour, quoi. Ainsi se conclut l'histoire de Bison Délé avec un mystère... Avec en guest Miles. Ouais, avec un mystère monstrueux. Les corps ni de Bertrand, de Selena et de Bison n'ont jamais été retrouvés. Oh putain. Donc il doit sûrement encore être dans le fond du Pacifique. Ouais, l'histoire est folle. Hein. Je savais que l'histoire finissait mal, mais j'avais pas les détails. C'est terrible la fin de l'histoire. La fin de l'histoire Parce est que terrible. putain, genre, vraiment, il prend sa retraite, etc. L'histoire est belle. Genre, le mec se rend compte qu'en fait, il a jamais. L'histoire était belle jusque-là, j'avais beaucoup de respect. Ouais, c'est ça. Donc voilà, l'histoire. Ah ouais, c'est. Ah, c'est une dinguerie cette histoire. Hein. Je me souviens que j'étais tombé dessus. C'est la fois de l'histoire de la NBA où on a un joueur ou ex-joueur NBA qui s'est potentiellement fait assassiner. J'en ai aucune idée, mais de tête là, en tout cas, c'est le seul qui me vient. J'en connais plusieurs qui sont morts. Len Bias, overdose, Drazen Petrovic, accident, assassiné. Ouais, mais assassiné, non. Ouais. Ouais. Putain, ah ouais, ça finit vraiment mal. Ouais. Donc voilà, en gros, l'histoire de Bison Délé. Ça lui a plu cette petite histoire? Eh ben écoute, c'était incroyable. Comme je disais au début, je voyais qui c'était dans les grandes lignes. Je savais que c'était un personnage un peu marquant. Ouais, t'avais pas l'histoire en détail, quoi. Non, et en fait, au final, tu te rends compte que le personnage est moins folklorique, lui, que ce qu'il en a l'air. Alors oui, il s'appelle Bison Délé, etc. Bon, on a eu Dennis Rodman, je le considère, de ce que tu m'as raconté, je le considère quand même comme moins folklorique que Dennis Rodman. Oui, bah c'est sûr qu'il s'est pas marié. Mais encore, on doit pas tout savoir parce qu'il est moins connu. Ouais. Mais par contre, la fin, qu'il doit y avoir d'autres anecdotes, quoi. Oui, je pense qu'il y a quand même d'autres anecdotes sur Bison, mais par contre, la fin... Ouais, la fin... Le frère... finalement, voilà ce que ça donne, les enfants d'artistes. Hein. C'est tous les artistes de ces années-là, là, les artistes bien on a pété, dans les années 70-80, a fait toutes les drogues qui pouvaient exister. Ouais, c'est clair. Les gamins sont laissés à l'abandon, riches dans leur jeunesse. Ah ouais, bah putain. Et bah, une sacrée histoire. J'ai un petit jeu à lui proposer, il est partant? Allez, vas-y, fais donc ton petit jeu. Tu connais le jeu des Blind Rankings? C'est-à-dire... oui, parce que tu me l'as expliqué tout à l'heure. Oui. Je vais te donner 5 joueurs. Tu vas me les classer de 1 à 5, sans savoir ce qui vient après, évidemment. Genre, donc sans savoir la catégorie pour laquelle je les classe. Si. En gros, je t'ai fait 5 catégories par poste. Je vais te donner 5 noms de joueurs. Et en gros, je te donne un et je te dis, imaginons, je te donne un meneur de NBA random. Steve Nash, qui n'est plus en NBA actuellement. Mais je te l'ai fait que sur des joueurs actuels. Bah vas-y, je vais te donner 5 meneurs. Je te donne Steve Nash. Sur 1 à 5, où est-ce que tu le mets? En meneur all-time? Ouais, en gros, c'est ça, c'est l'idée, quoi. Ok, donc c'est toujours du all-time, la catégorie c'est toujours all-time. Ouais, bah là du coup ça va être sur des joueurs actuels que je te le fais, tu vois. Je vois, mais c'est un classement de performance, genre qui est le meilleur, qui est le moins bon. Exactement. Ok, je pensais que c'était un classement genre type statistique, genre les 5 meilleurs passeurs de l'histoire. Non, c'est juste... Non, bah Nash comme ça en blind ranking, je te le mets 4 mais tu vois, réfléchir. Ouais, ce qui peut être marrant, c'est qu'au final, imaginons je te donne Nash en 4ème, c'est le 4ème nom que je te donne, et après je te donne Magic Johnson. Là, il y a un monde où la dernière place qui reste pour Magic Johnson, elle est en dessous de Steve Nash, quoi. C'est ça qui est marrant, quoi. Ah, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il faut garder en tête qui peut arriver. Ouais, c'est ça. Vas-y, je suis très très chaud. Il est prêt, on commence par les meneurs? Allez, vas-y, les meneurs. Je te donne comme nom Damian Lillard. 5. Tu le mets en 5, sans hésiter? Ouais. Ok. Ouais, 5. Je te donne un petit renard, je te donne De'Aaron Fox. 4. Ok. Ja Morant. Ah putain, tu m'as baisé, je crois. Ah, je crois que tu m'as baisé.
Je savais pas, je crois que j'en ai oublié un, parce que j'étais là, j'avais déjà fait mon classement du coup un peu. Déjà, 3 du coup. Tu mets déjà en 3. Ouais. Steph Curry. 1. Tyrese Haliburton. Oh putain, 2. Ouais, mais en vrai, non, par contre, non, legit 2. Et je peux défendre mon classement. Non, ok, c'est legit vis-à-vis des noms que tu m'as donné. Tu t'en es pas trop mal sorti. Perso, je te trouve un peu dur sur Lillard, mais c'est... Je le mets en dernier. Déjà, on a tous vu récemment qu'il s'était fait trader aux Bucks. Mais pour moi, Lillard, attention. Hein. J'adore le joueur. Enfin, c'était incroyable, Portland. J'ai kiffé, j'ai adoré Lillard. C'est un mec que j'ai suivi dès qu'il a démarré. Mais voir un mec comme ça, qui a toujours été le visage d'une franchise, et même s'il va le ballon en main, avec les Bucks, avec Giannis, etc., c'est un mec pour qui personnellement dans sa vie c'est un peu ça se sépare de sa femme, etc. Ouais, il est en procédure de divorce en ce moment en plus. Ouais. Attention, Lillard peut être beaucoup moins efficient, sans dire qu'il sera moins bon, mais il peut être beaucoup moins efficient que ce qu'il était les saisons d'avant. Lillard est quand même l'un des joueurs les plus efficients de NBA, je trouve. Oui, bah oui, c'est clair. Mais ouais, non, ok, vas-y, j'adore ce jeu. Ok, on passe aux arrières. Allez, le premier nom que je te donne, c'est Klay Thompson. Waouh, Klay. 4. 4. Ouais. Devin Booker. 1. J'ai compté Jaylen Brown parmi les arrières. C'est legit et du coup je le mets en 3. Tu mets en 3. Shai Gilgeous-Alexander. 2. Desmond Bane. 5. Oh, tu t'en es bien sorti sur celle-là. Bah, franchement, après, c'est... Tu vois, Klay, ouais, 3ème. Klay, j'ai mis 4. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec mon pareil, là, je suis d'accord avec mon classement. À la limite, si j'avais eu Shai, j'aurais peut-être eu tendance à mettre Shai en 1 et Booker en 2. Ah ouais? Ouais, ça se discute. Ouais. Booker, j'en attends beaucoup cette saison. J'attends beaucoup de choses, notamment me montrer que c'est bien toi le boss, go-to guy dans une équipe où il y a Bradley Beal et Kevin Durant, parce qu'en fait t'es le plus jeune et t'es le plus fort. Et il n'y a pas de question. Ouais. Nike vient de te faire ta chaussure, etc. Ouais, c'est clair. C'est un legit, mais dans l'affect j'aurais mis Shai SGA avant. Pareil, dans l'affect seulement. On passe au 3. Allez. Kevin Durant. Oh putain, KD. 2. Jason Tatum. 3. Dylan Brooks. 5. Ah ouais, t'as pas beaucoup hésité là, c'est marrant. Non, hors classement. Jimmy Butler. Oh le bâtard, il me reste 1 et 4, ça va être trop dur. Je sais pas qui tu sors après. 4. Mais non, je peux pas le mettre 4, je peux pas le mettre derrière Jason Tatum, je peux pas le mettre devant Durant non plus. Bah vas-y, 1, je m'en branle, 1. LeBron James. Oh le fils de connard. Oh le salaud. Je suis pas du tout d'accord avec mon classement du coup. Ouais, bah oui, hein, évidemment. Mais tiens, parce que moi mon classement sur ça aurait clairement fait Jimmy, LeBron, Durant, Tatum, Brooks. Ouais. T'aurais mis quoi toi? Jimmy. Ouais. C'est vrai qu'actuellement... ça dépend si on parle de playoff Jimmy ou de saison régulière Jimmy. Mais on va dire qu'on prend les joueurs à leur pic actuel. Ouais, les 2 dernières années quoi. Ouais, donc on va dire quand même Jimmy, je le mets en 1. Ouais. Mais ensuite je mettrais Dylan Brooks, je pense, en 2. Évidemment. Non, en vrai, il est pas facile celui-là, putain. Parce qu'en fait, Tatum me fait chier aussi. Ouais, Tatum, grave. je le mets en 4, mais il est pas mérité. C'est le 4 dur, genre c'est très dur. Ouais, je pense que je mettrais Bron 2, KD et Tatum en 4 aussi. Et ça fait mal, Par mais... contre, on parle d'un mec qui peut vraiment faire 4-1. Oh oui, je suis absolument pas fan de Jason Tatum, genre de la personnalité, j'arrive pas à accrocher aux joueurs. Genre magnifique à voir jouer, etc. J'arrive à accrocher aux joueurs de basket, j'arrive pas à accrocher à l'homme pour l'instant. Ouais. Et
mais par contre, oui, peut faire 4-1 très très vite. Si les Celtics sont champions cette année et qu'il est MVP des finales, il y a un monde où ça se passe. Il y a un monde où c'est vraiment, bonjour, c'est moi le meilleur ailier en fait. C'est clair. Allez, on passe au poste 4. Ah, bien sûr. Giannis Antetokounmpo. 1. Pascal Siakam. 5. Julius Randle. Oh putain, c'est dur pour Siakam. 4. Ouais, je suis d'accord avec toi. Zion Williamson. On va parler avec le cœur 2. Ah ouais? Et si je te dis on va parler avec le cœur. Anthony Davis? Non, ça me dérange pas. En vrai, si je parle avec le cœur, ça me dérange pas de concevoir que dans mon univers, sur la saison prochaine, Williamson est plus fort que Davis. Alors je t'aime bien, mais j'ai envie de t'insulter là actuellement. Oui, parce que tu es un fan des Lakers, c'est que tu as perdu toute objectivité sur cet individu qui est Anthony Davis. Non. Objectivement, Anthony Davis, c'est, je pense, un meilleur joueur de basket. Alors, est un joueur de basket plus complet. Un Meilleur meilleur joueur de basket, ça reste... et plus mais un complet. meilleur joueur de basket, oui, mais Zion Williamson, pour moi, peut prouver le contraire. Après, comme je disais, j'ai parlé avec le cœur, j'ai été dans le train très tôt et je suis toujours pas descendu du train. Mais moi aussi, je suis dans le train Zion, mais enfin, on parle quand même de Anthony Davis, quoi. Genre, c'est pas... C'est pas Julius Randle, quoi, no offense, hein, mais... Ah non, mais bien évidemment, mais genre... ouais, effectivement, j'ai peut-être un peu reach à mettre Williamson en 2 et à mettre Davis en 3, mais... et en tout cas, il y a un 2-3 à égalité à définir sa prochaine saison pour moi entre les deux actuellement. Sur la carrière, oui. Non, sur la carrière, pour l'instant... Ouais, oui. Bah, sur la carrière, il n'y a pas photo. Voilà. Zion, il a fait 150 matchs, quoi. Par contre, ce qui va être très très fun, c'est qu'on va vite avoir la réponse à cette question avec des éléments de comparaison. Parce que les deux auront démarré au Pélican, sensiblement dans des contextes similaires. C'est-à-dire que Davis... dans une équipe jeune, quoi. Ouais, bon après Davis, je crois qu'il a peut-être plus d'années de galère, Davis. Ouais, Davis était moins bien entouré quand il arrive. Ouais. Il y a vraiment rien, quoi. L'année avec, il me semble que c'est maintenant c'est Drew, c'est l'année où il y a Drew et Buddy Hield et Davis, c'est quand ça? C'est 2014-2015? Ouais, c'est 2014-2015 ça. Ouais, l'année où ils sortent les Blazers là au premier tour. Non, ça c'est 2015-2016, l'année où ils sortent les Blazers, il me semble. Ouais, elle était incroyable cette série là, putain. Avec Rondo en meneur. Ouais, c'est clair. Et qui c'est le deuxième arrière sur cette ligne. Il joue pas, justement, il joue pas avec Rondo et Holiday? Il joue avec Rondo et Holiday, mais oui, si, il semble, raison, Holiday est encore là, Holiday a pas encore été tradé. Ouais, oui, et il dit... Y a pas... Bah oui, puisque le 5 c'est Rondo Holiday, il me semble que le 3 c'est Etuan Moore. C'est pas Pondexter? Ouais, ou j'allais dire, ou Quincy Pondexter, j'avais un doute entre les deux. Ouais. Et le après, 4 c'est Davis, et le 5 c'est Omer Ashik ou Ashik. Ouais, ce que je pense, j'avais ce nom-là aussi en tête. Et oui, parce que c'est la saison... Et bah ça c'est la saison où DeMarcus Cousins s'est blessé. Il normalement d'avoir DeMarcus Cousins dans cette équipe-là. Oh mais oui, c'est vrai. Et donc ça c'est bien 2016, puisque pour moi cette équipe-là était l'une des équipes qui pouvait faire chuter les Warriors en playoff. Parce que t'avais deux grands. Ouais. Et bah non, du coup c'est pas 2016, c'est 2017. C'est 2016-2017 cette saison avec DeMarcus Cousins. Ok. Ouais. Bon, on a intergiversé. Ouais. Putain, la taille de Swatif quand même. Ah ouais, putain. Faudrait qu'on fasse un podcast sur DeMarcus Cousins. Faut que je parle avec le cœur de DeMarcus Cousins. Grave, je te suis à fond dans ce train. Genre, faut qu'on fasse un podcast où on parle avec le cœur de DeMarcus Cousins. C'est clair. Et voilà. Il y a des gens qui sont devenus fans des Kings grâce à lui, quoi. Putain. Mais moi, DeMarcus Cousins, alors c'est un petit indice, désolé pour le bruit. Putain, ta gueule. Coupe ton téléphone. C'est pas mon téléphone. C'est mon ordi, c'est ça qui est le pire. Non, moi pour l'anecdote, c'est vraiment Cousins qui me fait passer de je kiffe massivement le jeu des arrières à putain en fait le jeu au poste et être pivot c'est vachement intéressant et c'est vachement complet. Genre c'est un truc clair. Bref, petite distance de parenthèse. Il en reste un dernier sur les pivots. DeAndre Ayton. Je bois une gorgée et je dis la gorge mouillée que DeAndre Ayton c'est un bon 3.
Joel Embiid. 2. Bam Adebayo. Ouais, c'est dur. 4. Nikola Jokic. 1. Victor. 5. 5, ouais. Je pense que c'est cohérent. J'aurais mis Bam devant Ayton, ouais, perso. C'est ce que j'allais dire, il y a juste Bam devant Ayton. Et je mettrais un 4. Et pareil, le cœur, je mets un 4-5 à égalité entre Ayton et Victor. Oui, c'est clair. Parce que, alors oui, Ayton fait des stats, double-double, etc. Genre. Vas-y, André Ayton, pareil. Victor, on parle d'un mec Victor dont va j'attends faire beaucoup cette saison. Victor va envoyer du double-double, plus que ce soit va en foutre aussi cette année, hein, je pense. Hein. Ouais, bon, Victor, peut-être pas. Tellement hâte de voir ce que ça va donner. Pareil. Bon, je sais pas s'il aura les dire bon, mais de moyenne, je veux dire. Ouais, il y a moyen. Après, c'est pas un gros rebondeur, non. Victor. Mais je pense que... Je pense que Popovic veut dire de s'y mettre, par contre. Il va dire, écoute, mon frérot, tu fais 2m24, il s'agirait que tu prennes au moins 13 rebonds par match. Enfin, arrête de se foutre de la gueule du monde, à bout d'un moment. Tu fais 2m24, ça gagner des matchs. Tu fais 2m24 et t'as genre 2m50 d'envergure, donc voilà quoi. Oui, puis en vrai, l'alarme massive que c'est potentiellement Victor. Genre. Puis il sait se placer quoi. C'est ça, très intelligent, couvre énormément de distance en peu de temps. Ouais. On l'a quand même vu faire un tir à 3 points, prendre son rebond et claquer un putback dunk quoi. Oui, alors pas sur des distances NBA, mais oui quand même. Oui, mais je vois pas dans quel monde il serait pas capable de le faire en NBA non plus en soi. Ouais, parce qu'en plus t'as plus d'espace, donc t'as moyen d'avoir vraiment une course où tu peux aller, te voir. Il a des grandes pattes quand même. Hein. Je pense que Victor, je pré-shot, je pense que Victor, on aura, si tout se passe bien et qu'il se blesse pas et qu'il se développe comme il est censé se développer, je pense qu'on aura un jour sur une contre-attaque un highlight de Victor qui dunk depuis plus loin que la ligne des lancers francs. Ça me paraît pas impossible. Hein. Parce que il est si grand, il a quand même un peu de gaz, même si c'est un grand, donc il saute pas très haut parce qu'il a pas besoin de sauter haut. Mais en fait, il fait vite des très grands pas. Genre, quand tu vois des Cam Whitmore qui prennent quasiment en vol en plein match des lancers francs, alors Cam Whitmore a un jus exceptionnel. Je veux dire, un mec qui compense par les jambes, c'est pas inimaginable de le voir claquer un truc, genre en mode il a vraiment le pied derrière la ligne des lancers francs en plein match, tu vois, à la LeBron. Beaucoup moins athlétique, mais à la LeBron. C'est clair. Et bah écoute, c'était une histoire magnifique et un quiz. Un blinded ranking incroyable. Blind ranking, ouais. Blind ranking. J'adore parler avec le nez. C'est vachement fort de parler avec le nez, putain, comme tu fais. Moi je fais avec ça avec ma bouche. Je suis doté de plein de qualités. Pas d'intelligence malheureusement. Non, pas de toutes j'ai dit. De plein mais pas de toutes. Bon. Et bah on clôture pour celui-là. On peut appeler ça un jour comme ils disent outre-Atlantique. Un quoi? On peut appeler ça un jour. We can call it a day. Alors pareil, j'avais pas un jour, j'avais un vour. J'étais là, pourquoi il va appeler ça un vour avec un V? Je comprends pas de quel mot il parle. Yes, we can call it a day. A day. And, what a see day. you soon. See ya. Allez, Topette, moi j'arrête l'enregistrement là. Vas-y, moi aussi.